La justice c'est compliqué, il y a plein de juridictions, ça coûte cher, il y a une injustice sociale, franchement, c'était mieux avant, hein. Vraiment? Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir. Ah au fait, bonne année! Chers amis juristoristes, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit bout de temps que j'avais pas posté. D'ailleurs, je pense que pour cette année, au moins pour les 6 premiers mois, les vidéos vont être postées de manière un peu aléatoire, du moins plus que d'habitude. Donc les vidéos viendront quand elles viendront, mais il risque d'y avoir un petit espace, parfois 2 mois entre chaque vidéo. Revenons à notre sujet et parlons de l'organisation de la justice dans le Royaume de France. Aujourd'hui, si on écarte l'ordre constitutionnel, notre justice est divisée entre deux grands ordres, d'un côté l'ordre judiciaire et de l'autre côté l'ordre administratif. Donc pour faire simple, on trouve généralement un premier degré de juridiction, suivi d'une juridiction d'appel, et suivi d'une juridiction supérieure qui est l'espèce de boss final qu'on a au-dessus. Encore une fois, pour schématiser et faire au plus simple, du côté administratif, on a d'abord les tribunaux administratifs, suivi des cours d'appel administratives, et enfin, tout en haut, on a le Conseil d'État. Du côté de l'ordre judiciaire, c'est à peu près la même chose, on a juste des chemins qui vont différer selon la nature de l'affaire. On va avoir dans un premier temps le tribunal judiciaire, suivi de la cour d'appel, et enfin, juste au-dessus, la cour de cassation, qui est elle-même divisée en fonction des affaires qu'elle connaît. Donc chambre civile, chambre commerciale, chambre sociale ou encore chambre pénale. Cette séparation, c'est en grande partie la conséquence de la théorisation de la séparation des pouvoirs. Je vous renvoie à une vidéo quelque part par là. Tous ces schémas, ils ont été pensés et mis en place par les révolutionnaires, et ils aboutissent dans notre pays en 1872, avec la création de l'ordre administratif. Là aussi, c'est encore une autre histoire, et j'y reviendrai sûrement dans une vidéo ultérieure. Sous l'Ancien Régime, c'est radicalement différent. Cela va des anciens missi dominici qui deviennent permanents sous Charlemagne, jusqu'au Parlement dont l'essor est provoqué au XIVe siècle, en passant par les juridictions financières, les juridictions privées, seigneuriales, ecclésiastiques, etc. Et donc on a un ensemble d'institutions qui cohabitent et parfois qui se font concurrence. Cette très grande diversité institutionnelle, elle se stabilise largement autour des 15e et 16e siècles, surtout à la faveur de la fin de la guerre de 100 ans, et elle va rester assez stable jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Cependant, au milieu de tout ce bazar, il faut bien comprendre qu'il y a un empilement de juridictions qui vont parfois être en concurrence les unes avec les autres, et quand je dis concurrence, c'est une concurrence réelle. Si on prend le simple exemple des juridictions privées comme les juridictions seigneuriales, déjà, rien que là, on a un ensemble de situations qui sont possibles. On va trouver 3 niveaux de juridiction seigneuriale, la basse justice, la moyenne justice et la haute justice, bon, là ça va. Mais selon la situation du seigneur détenteur de justice, déjà, on va voir se mettre en place différents degrés de juridiction. Si le seigneur est directement vassal du roi, il va se réserver la haute justice. Si ce vassal a lui-même des vassaux, il va leur déléguer la moyenne et basse justice. Si les vassaux de ce seigneur ont eux-mêmes des vassaux, ils vont eux-mêmes déléguer une partie de la justice, et ainsi de suite. À chaque échelon de vassalité, on va avoir un niveau de justice qui est lui-même aussi réduit. Si on prend le simple exemple de ce qui serait aujourd'hui de la justice pénale, la basse justice, elle, va connaître des injures, là où la moyenne justice va connaître des voies de fait qui sont un peu plus graves, et la haute justice, elle va pouvoir juger des crimes capitaux. Mais tous les seigneurs ne sont pas justiciers, et tous les habitants du royaume ne vivent pas dans une seigneurie. Il arrive que certains vivent notamment dans des cités, dans des villes, dans lesquelles on va trouver, ici, une juridiction municipale. Ces juridictions, elles perdent de l'importance au fil du temps, avant de décroître largement au XVIe siècle, notamment avec l'ordonnance de Moulins. On appelle généralement ces juridictions des échevinages, et les magistrats qui la composent, des échevins. Donc si dans votre ville, il y a une rue, une avenue, une place de l'échevinage, et bien maintenant, vous savez pourquoi. À cela, il faut ajouter aussi les juridictions ecclésiastiques que je vais laisser de côté pour l'instant et qui feront l'objet d'une vidéo ultérieure. Ce qui nous amène enfin aux juridictions royales. Alors là, mes amis, on entre dans le multivers. Déjà tout en bas, on trouve l'officier que l'on appelle le prévôt. Il connaît d'autres appellations, vicomte, châtelain, viguier. C'est un peu la justice de base dans les seigneuries royales. Alors oui, j'ai dit seigneurie royale. Ce qu'on appelle seigneurie royale, ce sont les terres sur lesquelles le roi est le seigneur direct. C'est son domaine direct, où il n'y a pas d'autres seigneurs en dessous. Par définition, il n'y a pas de prévôt là où il y a une justice seigneuriale.
En revanche, étant donné que le domaine est toujours plus ou moins en mouvement, au gré des pertes, des gains, etc., le nombre de prévôts et de leurs ressorts varie au fil du temps. Au-dessus du prévôt, il y a les juridictions qui vont lui servir de cour d'appel, et qui vont également servir de cour d'appel pour les juridictions seigneuriales. Ce sont les baillis et les sénéchaussées. Ces deux juridictions sont strictement les mêmes, leur appellation dépend de leur implantation géographique. Ces baillis et ces sénéchaussées vont également encore évoluer. À partir de 1522, et donc sous Henri II, certains baillis et certaines sénéchaussées gagnent le fabuleux titre de présidial. Tous ces présidiaux, ce sont des baillis et des sénéchaussées version +++. Tout d'abord, ça devient des cours d'appel pour toutes les juridictions qui sont en dessous d'eux, et surtout, il va connaître en dernier ressort certaines affaires bien particulières. Si je prends l'exemple de ma ville, Limoges, je sais, la sénéchaussée devient présidiale entre les années 1521 et 1522. Son ressort englobe alors 130 paroisses et il devient juridiction d'appel pour une quarantaine de justices seigneuriales. Mais hop 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 hop, on ne part pas. Je n'ai pas fini. Au-dessus, on trouve encore une nouvelle juridiction, ce sont les parlements qui sont à la fois un organe politique et un organe de justice. Ils ont la charge d'enregistrer les actes royaux, ce qui les rend effectifs sur leur ressort, et en plus, ils jouent le rôle de cour de justice, qui est placé encore au-dessus de toutes celles qu'on vient de voir. Et enfin, au sommet de tout ça, on trouve le boss final, le Zéphiroth de tout le royaume, à savoir le Conseil du roi. Et voilà, on a eu, je pense, à peu près un tour d'horizon de... Est-ce que je vous ai parlé des juridictions d'attribution? Parce que c'est encore pas fini. Si en plus de tout ça, on doit ajouter les juridictions administratives, les juridictions spéciales, eh bien on peut encore augmenter la complexité de tout ce petit ensemble déjà bien complexe. On peut y ajouter les greniers à sel, les bureaux des traites, les bureaux des élections, les juridictions consulaires pour les affaires commerciales, et enfin, le fameux prévôt des maréchaux, qui est aussi un prévôt, mais pas le même prévôt que les autres prévôts qu'on a vus auparavant, qui lui est à la fois un officier de gendarmerie et un officier de justice. Voilà. Lui aussi, il peut connaître de certaines affaires criminelles, ce qui fait qu'il va être en concurrence avec les baillis, certaines justices seigneuriales, et évidemment avec le présidial et son lieutenant général. Ce système, il est extrêmement complexe. Quand on parle de concurrence juridictionnelle, on parle de concurrence réelle. Et si au début ça joue une sorte d'émulation à qui fera le mieux, bien au final ça finit même par avoir l'effet inverse. Et l'autre point très négatif, c'est cette superposition constante de juridictions qui mécaniquement entraîne un ensemble d'appels qui est quasiment infini. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais ça fait beaucoup de juridictions, et donc mécaniquement beaucoup d'appels. Imaginez quand quelqu'un relève d'un corps un autre sort, et qu'il faut faire du ping-pong entre toutes les juridictions, ça devient vite le bazar. La conséquence, c'est que la justice est lente, la justice est longue, et la justice est extrêmement coûteuse. On refait la même chose aussi avec une affaire criminelle. Et pour rappel, la torture était encore existante, et encore appliquée. Alors, à moins d'avoir des goûts... À l'aube de la Révolution, le système il est encombré, le système il est engorgé, il est au bord de l'implosion. Et c'est d'ailleurs pour ça que face au mouvement de 1789, la justice elle peut pas grand chose, parce qu'elle est tout simplement paralysée. L'appareil de justice finit par être inefficace, et de toute façon il est emporté avec la Révolution au profit d'un nouveau système qui est celui que je vous ai décrit en début de vidéo. La plupart des juridictions que je vous ai présentées aujourd'hui pourraient faire l'objet de développement, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, et je verrai ce que je peux faire. J'espère quand même que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, on va essayer d'atteindre les 3000, on en est pas très loin, je compte sur vous. Encore une fois, bonne année, à bientôt, ciao, bisous.